Bonjour, mon nom est Pierre Légaré, responsable de la sécurité chez Goldwing Québec. Je vous souhaite la bienvenue à cette présentation virtuelle de la journée pré-saison. La sécurité ayant toujours été la priorité chez GWQ, nous considérons qu'il est essentiel de bien connaître les règles et façons de faire avant de débuter la saison. Cette vidéo se veut un condensé des informations offertes lors de la journée pré-saison. Peu importe les raisons qui vous ont motivé à vous joindre à Goldwing Québec, rouler en formation, qui peut comprendre plusieurs dizaines de motos, est une activité complètement différente que celle de rouler en solo ou petit groupe. Vous ferez dorénavant partie d'une équipe et devrez adapter votre conduite en fonction de vos coéquipiers. Bien que cette vidéo s'adresse particulièrement aux nouveaux membres, il est essentiel pour tous les membres de bien connaître les règles. C'est ce qui facilitera votre intégration au sein de la formation. N'hésitez pas à consulter la vidéo autant de fois que vous le désirez. Et soyez rassurés, vous ne serez pas seul lors de vos premières randonnées. Des membres du CA ou des membres expérimentés prendront soin de vous et vous introduiront à notre programme d'encadrement. En espérant pouvoir rouler avec vous sous peu, je vous souhaite un bon visionnement. Voici quelques consignes à mettre en application lorsque vous participez à une randonnée chez Goldwing Québec. Assurez-vous de faire le plein près du point de départ. Chacune des randonnées est planifiée en fonction d'un réservoir d'essence plein. Il est possible que le ravitaillement soit prévu après 300 km de route selon les disponibilités des stations-service. Or, si vous demeurez à 50 km du point de départ, vous aurez déjà consommé du carburant prévu pour la randonnée. Alors, prévoyez le coût et faites le plein à proximité du point de départ. Assurez-vous d'être en bonne condition pour conduire. Le midi, vous devez apporter votre pique-nique et la consommation d'alcool n'est pas permise. L'organisateur peut prévoir un souper libre. Si vous consommez, faites-le avec modération, car il vous faut retourner à la maison. Après une journée à moto, la fatigue et chaleur sont des facteurs qui affectent nos capacités à conduire. Consommer de l'alcool ne ferait que les accroître. Bien sûr, n'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur. En arrivant au site de départ, assurez-vous de baisser le volume de votre radio et du CB. L'utilisation du site constitue un privilège que nous souhaitons toujours conserver. Nous vous suggérons d'arriver de 30 à 45 minutes avant le départ, particulièrement si vous êtes un nouveau membre. Vous aurez alors du temps pour échanger avec les autres et faire connaissance avec la personne qui assurera votre encadrement pour la journée. Un meeting se tient environ 20 minutes avant le départ. C'est à ce moment que l'organisateur vous informe sur le déroulement de la randonnée. Prenez le temps d'aller aux toilettes. Le premier arrêt prévu l'est après environ 1h15 à 1h30 de route. Sachez que la formation ne s'arrête pas pour une seule personne. Enfin, prenez bonne note que le départ s'effectue toujours à l'heure prévue. Si vous arrivez plus tard, vous risquez de vous retrouver seul. Le groupe est une cellule indivise de 2 ou 3 motos. Le chef de groupe et le balayeur sont à gauche de la voie, dans la position que prendrait la roue gauche d'une voiture. Le deuxième du groupe est à droite, là où serait la roue droite d'une voiture. Une automobile ne devrait jamais pouvoir briser un groupe si les distances sont bien respectées. Les automobilistes sont généralement courtois. Toutefois, une situation impondérable pourrait briser cette cellule. On ne se bat jamais contre un autre véhicule. Si une voiture force son entrée dans le groupe, laissez la place. Vous reprendrez votre position ensuite. L'ensemble des groupes est appelé une formation. L'avant-dernier et le dernier groupe de la formation sont toujours constitués de 3 motos. En effet, le dernier groupe est le groupe d'intervention, aussi appelé GF1. Si un incident se produit, tous les membres de la formation doivent poursuivre leur route. C'est le groupe d'intervention qui prend charge de la situation. Si le dernier groupe s'arrête, l'avant-dernier groupe, aussi appelé GF2,
devient alors le groupe d'intervention. Notez que dans un groupe constitué de 2 motos, le deuxième joue le rôle de balayeur. Le chef de formation est la première moto du premier groupe. C'est généralement l'organisateur de la randonnée. On suit toujours le chef de formation, même quand il se trompe. Il a priorité sur les ondes en tout temps. Il peut arriver qu'il y ait un échange entre des personnes sur le CB en roulant. Cependant, c'est peut-être le moment pour le chef de formation de donner de l'info sur les directions. Il pourra alors demander de libérer les ondes. Souvent, dans les villes ou villages, des indications sont requises. Chacun devrait libérer les ondes naturellement. Pour sa part, l'informateur ferme la formation. Il est généralement la première moto du dernier groupe et est en constante communication avec le chef de formation. Il répète l'info donnée par ce dernier. En effet, il peut y avoir eu interférence lors de la première communication. Alors, si vous avez manqué l'annonce la première fois, elle sera répétée par l'informateur. Ils seront assurés que l'information a été passée de la première à la dernière moto. Lorsque la formation est imposante, la grande distance peut nuire aux communications. Une personne placée vers le milieu devra relayer les échanges entre le chef de formation et l'informateur ou vice-versa. Cette personne est appelée relayeur. L'espace immédiatement à côté de votre moto vous appartient. En aucun moment, il ne devrait se trouver une autre moto du groupe dans cet espace. Il vous permet de dévier de votre voie pour éviter un obstacle pour revenir ensuite à la position normale. À l'exception du moment où l'on s'apprête à s'immobiliser pour un feu ou un arrêt, 2 motos ne devraient jamais rouler côte à côte. La distance des motos dans un groupe n'est pas évaluée en pieds, mais plutôt en secondes. La distance normale entre le chef de groupe et le balayeur devrait être au maximum de 2 secondes. Une distance constante entre chaque moto d'un groupe est ce qui rend la randonnée agréable. C'est beaucoup moins plaisant et par le fait même moins sécuritaire de rouler lorsque vous êtes continuellement à la recherche d'un membre de votre groupe dans votre rétroviseur lorsqu'il ne suit pas les consignes. Comptez régulièrement vos secondes et l'habitude se créera rapidement. Voici une vidéo qui illustre ces propos. La distance entre les motos n'est pas évaluée en pieds, mais plutôt en secondes. La distance varie en fonction de la vitesse, mais l'écart de temps reste le même, peu importe la vitesse. La distance suggérée entre le chef de groupe et le balayeur est de 1 à 2 secondes. Elle vous permettra d'avoir suffisamment de temps pour réagir en cas de besoin. Si vous êtes balayeur et que vous souhaitez évaluer la distance qui vous sépare du chef de groupe, voici une suggestion pour le faire. Au moment où l'arrière de la moto du chef de groupe passe vis-à-vis un repère, par exemple un poteau, une marque sur la chaussée ou comme ici l'ombre d'un viaduc, commencez à compter. Mêlez 1, mêlez 2. 2 secondes devrait être la distance maximale qui vous sépare. Le deuxième devrait donc se trouver à mi-distance entre le chef de groupe et le balayeur. Analysons cette situation. Les marques sur la chaussée ont une longueur de 3 mètres ou 10 pieds et l'intervalle entre 2 lignes est de 6 mètres ou environ 20 pieds. On peut ici conclure que l'arrière de la moto du chef de groupe se trouve à 27 mètres ou environ 90 pieds de la moto du balayeur. À 100 km à l'heure, un véhicule parcourt 27 mètres par seconde ou environ 90 pieds, ce qui correspond à la situation présentée ici. Vérifions. La distance entre la moto du chef de groupe et du balayeur est d'environ 1 seconde, ce qui correspond au minimum de ce qui est suggéré.
Selon une étude réalisée par Promocycle au début des années 2000, le temps de réaction du conducteur moyen est d'environ 0,4 secondes. Donc, si la moto devant vous freine, vous le réaliserez et amorcerez votre freinage. Puisque nos véhicules ont tous la même capacité de freinage, l'écart de 1 à 2 secondes vous permet d'avoir le temps nécessaire pour réagir et freiner au besoin. Vous pouvez répéter la technique d'évaluation de la distance autant de fois que vous le désirez durant une journée. Cependant, n'ajustez pas votre rythme pour arriver à 2 secondes, mais gardez plutôt le rythme pour évaluer correctement votre distance. On connaît maintenant la distance requise dans un groupe. Maintenant, quelle devrait être la distance normale entre deux groupes? La distance normale entre le balayeur du groupe précédent et le chef de groupe devrait être de 3 à maximum 4 secondes. Vous trouvez peut-être agaçant qu'on rappelle souvent l'importance de garder les bonnes distances durant une randonnée. Vous vous dites peut-être que je sois à 6 ou 4 secondes, ça ne change rien. Pas vraiment. C'est là une question de sécurité. S'il y a 1 à 2 secondes entre les motos d'un groupe et 3 à 4 secondes entre les groupes, un véhicule verra 3 motos, un trou, 3 motos, un trou. S'il a besoin de changer de voie, il ira naturellement dans le plus grand espace. Pourquoi ne pas suivre à 7, 8 ou 10 secondes? À 4 secondes, c'est une distance sécuritaire. À plus de 4 secondes, il est très difficile de juger de la distance devant nous car le repère est trop loin. Et lorsqu'on réalise qu'on est trop loin, on se met alors à accélérer et c'est le début de ce que l'on appelle l'effet élastique. On ne sent pas cet effet en roulant dans le deuxième ou troisième groupe car la vitesse y est assez constante. Mais lorsqu'on fait du 80-120 à l'arrière de la formation, c'est difficile. La cause est simple, le non-respect de la distance entre les groupes. C'est normal que les groupes à l'arrière roulent un peu plus vite, mais faire du 80-120 longtemps, c'est très désagréable. C'est à ce moment que l'informateur va demander de surveiller les distances. Merci de prendre soin de le faire. Que veut dire ce signe? Il signifie que le chef de groupe souhaite qu'on réduise la distance à l'intérieur du groupe. Comme mentionné plus tôt, la distance entre les membres d'un groupe est importante pour la sécurité et l'agrément de tous. Si le chef de groupe trouve la distance trop grande entre les motos, il fera ce signe. Un rapprochement est alors requis. Dans les villes et villages, les vitesses diminuent de même que les distances. Il est souhaitable de rouler plus serré dans le groupe. La distance entre les groupes est alors moins importante car la circulation est plus homogène et il y a moins de dépassements possibles. Lorsqu'on aperçoit le panneau annonçant le 50 km/h à l'entrée d'un village, chacun des groupes devrait se resserrer et la distance entre les groupes se réduire. On passe le village dans cette condition et lorsque l'on voit apparaître le panneau de 90, toutes les motos de la formation reprennent leur place. Les chefs de groupe doivent veiller à ce que tout le groupe passe au feu de circulation. Pas question de forcer un feu jaune. Si les distances sont bien respectées, ça va fonctionner. Si le motocycliste devant vous effectue ce signe, qu'essaie-t-il de vous communiquer? Il vous indique qu'il faut effectuer un ralentissement d'urgence. Soyez donc toujours alerte sur la route. Lors d'un dépassement sur l'autoroute, le chef de groupe indique par son clignotant son intention de dépasser le véhicule devant lui. De combien de temps le balayeur dispose-t-il avant d'amorcer la manœuvre? Il a tout le temps voulu. S'il n'a pas de place, il n'amorce pas la manœuvre. C'est donc lui qui juge du moment sécuritaire du dépassement.
Voyons en détail la bonne technique de dépassement sur autoroute. La manœuvre de dépassement sur une autoroute fait en sorte que toutes les motos d'un groupe se déplacent ensemble. Elle implique que chaque motocycliste en connaisse le bon déroulement. Voici comment l'effectuer. Le chef de groupe vérifie si tout le groupe peut se déplacer dans la voie de gauche par son rétroviseur et en tournant la tête. Si oui, il actionne alors son clignotant et reste en place. Le deuxième actionne son clignotant et reste en place. Le balayeur vérifie alors son angle mort, s'assure que tout le groupe puisse se déplacer dans la voie de gauche de façon sécuritaire, actionne son clignotant et amorce en douceur son déplacement vers la voie de gauche sans couper un véhicule. Tant que le balayeur n'a pas activé son clignotant, tout le groupe reste en place. Au moment où le chef de groupe et le deuxième constatent que le clignotant du balayeur est en fonction, ils vérifient leur angle mort et amorcent en douceur leur déplacement vers la voie de gauche. Lorsque le véhicule est complètement dépassé, le chef de groupe vérifie si tout le groupe peut retourner dans la voie de droite par son rétroviseur et en tournant la tête. Si oui, il actionne son clignotant et reste en place. Le deuxième actionne son clignotant et reste en place. Le balayeur vérifie alors son angle mort, s'assure que tout le groupe peut retourner de façon sécuritaire dans la voie de droite, actionne son clignotant et amorce lentement sa manœuvre vers la droite. Tant que le balayeur n'a pas activé son clignotant, tout le groupe reste en place. Au moment où le chef de groupe et le deuxième constatent que le clignotant du balayeur est en fonction, ils vérifient leur angle mort et amorcent en douceur la manœuvre vers la voie de droite. Voici à nouveau la manœuvre. En situation de circulation lourde, il n'est pas toujours facile de manœuvrer et effectuer des dépassements. En effet, si le chef de groupe veut que son groupe dépasse, il pourrait arriver qu'il mette son clignotant, le deuxième aussi, mais que jamais le balayeur ne puisse amorcer la manœuvre. Les clignotants resteraient alors en fonction longtemps et inutilement. Pour éviter cela, voici le truc qui a été développé. Le chef de groupe actionne son clignotant un coup et l'arrête. Le coup de clignotant signifie qu'il souhaite changer de voie. Alors le balayeur, au moment qu'il jugera sécuritaire, amorcera lui-même la manœuvre, sachant que c'est l'intention du chef de groupe. Voyons comment cela s'effectue sur la route. En présence de circulation lourde, il peut parfois être difficile de manœuvrer et d'effectuer des dépassements en s'assurant que tout le groupe peut changer de voie de façon sécuritaire. Voici la méthode suggérée dans une telle situation. Lorsque le chef de groupe souhaite effectuer un dépassement, il actionne un seul coup son clignotant et l'éteint. Il vient alors d'indiquer au balayeur son intention de dépasser. Ce sera au balayeur d'initier la manœuvre. Dès qu'il lui est possible de changer de voie sans couper un véhicule, il vérifie son angle mort, actionne son clignotant et se déplace dans la voie de gauche. Le chef de groupe et le deuxième
pourront faire de même lorsque la voie deviendra libre à leur niveau. Tout le groupe peut maintenant poursuivre sa route. Voici à nouveau la manœuvre. Que signifie le signe de ce motocycliste? Il signifie que les motos du groupe doivent se placer à la file indienne. Donc, lorsque la file indienne est demandée, toutes les motos doivent se déplacer dans la partie gauche de la voie. À partir de ce moment, la distance entre les motos sera de 1 à maximum 2 secondes. Les groupes n'existent plus. À l'approche d'une zone très sinueuse, si le chef de formation souhaite que toute la formation adopte la file indienne, il l'annonce au CB et amorce le signe. À tour de rôle, chaque motocycliste de la formation doit faire le signe et s'assurer que le motocycliste derrière lui l'a fait avant de rabaisser sa main. Il est possible que pour une raison particulière, un chef de groupe souhaite prendre temporairement la file indienne. C'est alors une file indienne de groupe. Il fait alors le signe et s'assure que les autres membres du groupe en fassent autant. Dans les villes et villages, on reprend la formation à damier sans avoir à le demander. À la sortie du village, on reprend la file indienne sans devoir le demander. Donc, si avant le village la formation était à la file indienne, on reprendra la file indienne à la sortie. Que veut dire ce signe? Tous les motocyclistes doivent reprendre la formation à damier. On l'indique en étendant le bras gauche et tournant le poignet avec tous les doigts fermés, sauf le pouce et l'auriculaire. Le dépassement s'effectue de façon individuelle sur toutes les routes à l'exception des autoroutes. Chaque motocycliste est donc responsable de sa propre manœuvre. Voici comment procéder. Sur les routes secondaires, le dépassement s'exécute de façon individuelle. C'est donc à tour de rôle que la manœuvre doit s'effectuer. Chaque motocycliste doit regarder dans ses rétroviseurs, vérifier son angle mort et appliquer le clignotant avant d'effectuer le dépassement. Si l'espace est insuffisant pour tous, attendez à l'arrière du véhicule plus lent. Soyez patient et ne prenez aucun risque. Lorsque la circulation est plus dense ou que la zone permise pour le dépassement est terminée, le deuxième et le balayeur peuvent changer de position après le dépassement du chef de groupe. Ils reprendront leur position après leur propre manœuvre. Notez que le chef de groupe pourrait demander la file indienne avant l'amorce du dépassement. Si elle avait été demandée, le deuxième et le balayeur resteraient alignés dans la partie gauche de la voie et reprendraient leur position en formation une fois le dépassement complété. Il est important de ne pas ralentir une fois le véhicule lent dépassé. Les motos qui vous suivent n'auront pas suffisamment d'espace pour le faire elles-mêmes. Voici à nouveau la manœuvre.
Puisqu'on emprunte souvent les routes de campagne, sachez qu'il est permis en tout temps de dépasser un véhicule agricole équipé d'un triangle orange. On doit effectuer la manœuvre de dépassement sans danger pour les autres usagers de la route. Le respect du corridor de sécurité s'applique également lors de nos randonnées. La première chose à faire, à la vue d'un véhicule immobilisé, gyrophare ou feu clignotant actionné, est de ralentir et de changer de voie. Si c'est impossible, il faut s'éloigner le plus possible du véhicule immobilisé tout en demeurant dans la même voie. Le dépassement d'un cycliste doit se faire en assurant la sécurité de ce dernier. Il faut s'en éloigner de 1 mètre dans une zone de 50 km/h ou moins et de 1,5 m dans une zone de 50 km/h et plus. Il n'y a aucune urgence à effectuer un tel dépassement. Vous rattraperez aisément la formation en cas de délai. Quels sont les 2 signaux pour indiquer à la moto qui nous suit la présence d'objets sur la chaussée? Vous pouvez pointer la chaussée avec l'index gauche, s'il est à gauche, ou encore pointer avec le pied du côté de l'objet. Lorsqu'un groupe se trouve séparé de la formation, le chef de groupe doit en informer immédiatement le chef de la formation en mentionnant la position de son groupe. Le chef de la formation peut alors ajuster sa vitesse afin de permettre au reste du groupe de rattraper. Il faut également aviser lorsque le groupe retardataire a rejoint la formation. Il arrive toutefois que la formation se brise et que des changements de direction soient requis. Il est donc important, non, il est essentiel que, lors d'un changement de direction, si la moto derrière vous n'est pas en vue, il faut l'attendre après le virage à un endroit sécuritaire et visible. Lorsque le contact visuel est établi avec le conducteur qui vous suit, on peut alors poursuivre sa route. Ceci évitera que des motos empruntent une mauvaise direction. Nous vous rappellerons cette consigne régulièrement. Chacune des randonnées chez Goldwing Québec est bien structurée et planifiée par l'organisateur de la journée. Les arrêts sont prévus après 1h15 à 1h30 de route. Les ravitaillements sont calculés en fonction du plein d'essence fait au point de départ le matin, d'où l'importance de le faire près de là. Sachez aussi que les pique-niques sont obligatoires le midi, sauf en cas d'avis contraire. Au moment d'une pause, il faut dégager la route le plus rapidement possible afin de permettre au groupe à l'arrière de la formation de la dégager également. Il faut toujours suivre les consignes de l'organisateur qui a prévu le stationnement pour l'ensemble de la formation. Le passager doit attendre que la moto soit stationnée pour débarquer. Même si le besoin d'aller à la salle de bain est urgent, il ne faut pas débarquer au milieu du stationnement en laissant les autres groupes à l'arrière sur la route. Par respect pour l'organisateur et pour favoriser le bon déroulement de la journée, respectez le temps prévu pour les pauses. Quelques minutes avant le départ, surveillez l'organisateur. S'il met son casque ou s'il actionne son klaxon, c'est le moment de se préparer. Au moment du signal du départ, il est essentiel de se préparer rapidement et d'être prêt sur nos motos. Le groupe d'intervention sera déjà en position pour rendre notre départ sécuritaire. Pour ce faire, ils sont parfois dans une position vulnérable face à la circulation. Soyons reconnaissants pour le risque qu'ils prennent en étant prêts rapidement. Le stationnement en 45 est la meilleure façon de se garer. Cette technique évite de reculer avec sa moto, condition où le risque de chute est plus élevé, particulièrement sur du gravier. Voici comment nous suggérons de procéder. À l'approche de l'endroit d'une pause pendant une randonnée, il est possible que l'organisateur demande un stationnement à 45. Cette méthode a pour avantage d'éviter de reculer avec la moto et, par conséquent, de limiter les risques de l'échapper. Voici comment procéder. Il faut longer la bordure de l'espace prévu pour le stationnement
et dirigez votre moto à environ 45 degrés en s'arrêtant à la fin des lignes peintes. Assurez-vous d'un espace suffisant à côté de la moto qui vous précède afin qu'elle puisse être déposée sur sa béquille latérale sans risquer de toucher la vôtre. De plus, afin de maximiser l'espace de stationnement, des motos peuvent également se placer derrière celles déjà positionnées en angle. Prenez garde de ne pas vous immobiliser avec le frein avant. En effet, une telle manœuvre risque de bloquer la roue et de provoquer une chute. Voici à nouveau la manœuvre. Le moment du ravitaillement est celui où la discipline et le respect des règles est primordial. Il ne faut jamais faire le plein individuellement ou dans le sens contraire de ce qui est demandé. Toutes les motos doivent être dans le même sens. Si c'est possible, le paiement à la pompe par une carte de crédit ou débit est favorisé. Sinon, on demande aux passagères d'aller payer afin d'accélérer le processus, ce qui permettra au dernier groupe de la formation d'avoir aussi du temps pour prendre une pause. Si vous êtes seul, déplacez votre moto lorsque le plein est complété avant d'aller payer. Les personnes derrière vous vous en seront reconnaissantes. Note importante, vous devez porter votre casque en tout temps lorsque vous êtes sur votre moto, même pour les déplacements de quelques mètres. Si pour une raison quelconque vous devez quitter le groupe durant la journée, vous devez aviser votre chef de groupe à la pause précédant votre départ. Ceci permettra de réorganiser les groupes au besoin. Voici un élément important. En cas d'incident, de panne ou d'accident, il faut continuer votre route. Le groupe de l'informateur prendra charge de l'événement. Ça peut s'avérer bien difficile, surtout si un ami est impliqué. C'est toutefois la chose la plus sécuritaire à faire. Si vous êtes premier répondant ou avez des connaissances en mécanique, vous pourriez être appelé à intervenir en revenant sur les lieux de façon sécuritaire. Mentionnez-le au chef de la formation en début de journée. Nous avons fait mention plus tôt de l'espace de sécurité de chaque moto. À un arrêt ou un feu rouge, une moto se trouvera temporairement dans cet espace. Voyons maintenant comment il faut procéder dans ces circonstances. Lorsque les motos se retrouvent en formation à damier, un arrêt doit être effectué 2 par 2. Ainsi, le chef de groupe et le deuxième s'immobilisent côte à côte. Ils redémarrent ensemble une fois l'arrêt complété. Le balayeur fait son arrêt seul pour ensuite rejoindre les autres membres de son groupe. Revoyons ensemble la manœuvre. Lors d'un arrêt à un feu rouge, nous avons développé une stratégie qui permet de faire passer davantage de motos au moment où le feu passe au vert. Regardez attentivement cette vidéo. Lors du passage d'un grand nombre de motos dans une zone urbaine, les arrêts au feu rouge peuvent provoquer des bris de formation, compliquant ainsi les changements de direction, particulièrement pour les derniers groupes. Voici la méthode suggérée
afin de réduire la distance requise pour une formation au feu rouge, assurant ainsi le passage d'un nombre maximum de motos au moment du vert. Lorsqu'un chef de groupe constate qu'il a devant lui un espace libre à droite, il doit y prendre place. Avant de le faire, il regarde dans son rétroviseur, étend le bras droit afin d'attirer l'attention de son deuxième, vérifie son angle mort et amorce son déplacement vers la droite. Les autres motos du groupe prennent position côte à côte. Le groupe qui suit s'immobilise normalement. Voyons cette séquence en position sur la moto. Le chef de groupe qui doit se déplacer vers la droite regarde dans son rétroviseur, étend le bras droit afin d'attirer l'attention de son deuxième, vérifie son angle mort et amorce son déplacement vers la droite. Si un groupe est constitué de 2 motos, la manœuvre reste la même. Le chef de groupe ira prendre position à droite dans le groupe qui le précède, alors que son deuxième s'arrête normalement à sa position. C'est le chef de groupe qui suit qui devra aller prendre position à gauche en conservant sa trajectoire linéaire. Les 2 autres motos de son groupe s'immobiliseront côte à côte. Voyons cette séquence en position sur la moto. Le chef de groupe qui voit un espace libre devant lui y prend position en conservant sa trajectoire. Au moment du passage au vert, les motos démarrent simultanément. Toutefois, chacun devra recréer l'espace normalement prévu entre chaque moto afin d'éviter de rouler côte à côte trop longtemps. Voici à nouveau la manœuvre. Là où c'est permis, le virage à droite au feu rouge n'est pas une obligation, mais un privilège. On demande chez GWQ d'utiliser ce privilège. À un feu rouge, il est cependant possible que le chef de formation ne l'utilise pas afin de ne pas séparer le groupe. Cependant, si la formation a commencé à tourner, utilisez le privilège afin d'éviter le rattrapage ultérieur. Chaque moto doit y faire un arrêt complet et s'assurer que la voie est libre avant de procéder. Partout où c'est indiqué, il faut impérativement céder le passage aux piétons. Des amendes sont possibles en cas de non-respect de ce règlement. Dans les courbes prononcées, il est souhaitable d'appliquer la technique de courbe même lorsqu'on roule en groupe. Cette technique permet de la négocier de façon sécuritaire. Voici un exemple de la façon de l'appliquer au moment de s'engager dans une courbe vers la droite. À l'arrivée d'une courbe prononcée, le motocycliste à l'intérieur de la courbe se dirige vers l'extérieur avant la courbe. Le groupe stabilise alors sa vitesse. Puis, tous les motocyclistes se dirigent vers l'intérieur à l'apex de la courbe. Ceci leur permet d'avoir la possibilité de freiner sécuritairement au besoin et disposer de l'espace pour le faire. Enfin, tous les motocyclistes sortent graduellement de la courbe et reprennent leur position normale en groupe. Vous pourriez mettre en pratique cette technique même dans les courbes moins prononcées. Cela deviendra rapidement une habitude et vous donnera une plus grande fluidité lors de vos déplacements. Voici une vidéo illustrant la bonne façon de négocier une courbe. Au
moment de négocier un virage serré, il est souhaitable que toutes les motos d'un groupe appliquent les techniques de courbe. Ces dernières feront en sorte que, si un arrêt d'urgence s'avérait nécessaire, toutes les motos pourraient freiner de façon sécuritaire. À l'approche de la courbe, le deuxième se déplace dans la partie gauche de la voie. Les trois motos sont alors temporairement alignées. Il est important de stabiliser la vitesse avant l'entrée en courbe et de la maintenir constante jusqu'à la sortie. Au moment de négocier la courbe, chaque motocycliste se dirige à tour de rôle vers l'intérieur en regardant une demi-courbe à l'avance. À la sortie de la courbe, le chef de groupe et le balayeur reprennent progressivement leur place dans la partie gauche de la voie, alors que le deuxième reste à sa position habituelle. Voici à nouveau la manœuvre. Lors d'une randonnée, le chef de formation ne devrait jamais dépasser la limite de vitesse permise de plus de 10 km/h. Mais pourquoi rouler plus vite que la limite? C'est ce qui permet à la formation de pouvoir manœuvrer plus facilement. L'une des choses à éviter à moto, c'est de rouler à la même vitesse que les camions. Puisque la vitesse de ces derniers est bloquée à 105 km/h, cette vitesse est sans doute la pire pour nous. Un semi-remorque et les motos seraient alors coincés ensemble sur la route pour un bon moment. Le simple fait d'augmenter la vitesse de 2 ou 3 km/h règle le problème en 5 minutes. Sachez donc que le chef de formation va ajuster sa vitesse en fonction de la circulation. Si vous roulez vers l'arrière de la formation, vous aurez parfois à rejoindre celle-ci. Le rattrapage se fait de façon progressive sans jamais rouler à des vitesses excessives. Le simple fait d'augmenter la vitesse de 2 ou 3 km/h va permettre à l'arrière de la formation de la rejoindre. Si vous n'êtes pas à l'aise de rouler plus rapidement, placez-vous à l'avant de la formation. Enfin, il ne faut jamais utiliser le régulateur de vitesse lorsque vous faites partie d'une formation. Vous l'avez peut-être déjà constaté, les 1800 n'affichent pas la vitesse réelle. En effet, l'indicateur de vitesse présente un écart supérieur de 6 ou 7 km/h. Donc, si votre cadran indique 107 km/h, vous roulez réellement à 100 km/h. Pour une 1500, la vitesse réelle et celle indiquée est la même, alors que l'écart pour les 2018 et plus n'est d'environ que 3 km/h. Voilà pourquoi on parle souvent de vitesse GPS, puisqu'elle est parfaitement exacte. Lorsque le chef de formation mentionne au CB qu'il roule à 107 km/h vitesse GPS, il utilise l'affichage de son GPS personnel pour régler son rythme. Lorsque vous roulez seul ou en petit groupe, si votre vitesse de croisière est moins élevée que celle que nous utilisons, augmentez-la graduellement. Vous serez ainsi plus confortable lors de nos sorties. Voilà ce qui complète la présentation. Vous avez des questions? N'hésitez pas à me les acheminer à l'adresse courriel suivante: sécuritéGWQ@gmail.com. Vous avez apprécié cette présentation vidéo? Voici à quoi ressemble notre pré-saison régulière. Les membres du conseil d'administration vous invitent à y participer en personne l'an prochain. Vous pourrez y rencontrer des membres soucieux de la sécurité en assistant à la présentation théorique du matin et profiter de la session pratique en circuit fermé l'après-midi. Quelle belle façon de débuter une saison! Tout le conseil d'administration vous souhaite une excellente saison en toute sécurité. Au plaisir de vous rencontrer.